Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carnet du Geek qui est dédié aux machines virtuelles. Ça fait un petit moment que j'ai pas produit de Carnet du Geek. J'étais censé, ou en tout cas je m'étais promis, de tenir un rythme de toutes les 2 semaines à peu près, en tout cas par saison, puisqu'il y aura une pause, je peux pas tenir, ça fait quand même plus de 20 à 25 semaines dans l'année, donc, enfin en tout cas 20-25 Carnet du Geek dans l'année, donc j'ai pas autant de connaissances que ça quand même à publier. Donc j'essaierai de faire ça en gros à chaque fois vers février-mars. Les machines virtuelles, c'est hyper intéressant, c'est très en vogue à tous les niveaux. Je ne vais pas pouvoir tout couvrir, ni tout expliquer, d'une part parce que, encore une fois, c'est le principe du Carnet du Geek, c'est que c'est basé sur mon expérience. Et donc j'ai pas une expérience dans tous les domaines avec les machines virtuelles. Et aussi parce que c'est quand même très dépendant de la machine, du système d'exploitation et de l'utilisation qu'on veut en faire. Par conséquent, je peux pas expliquer tous les cas de figure parce que ça donne un nombre de possibilités qui est quand même hallucinant. Donc ce qu'on va faire, comme d'habitude, sous forme de foire aux questions, c'est-à-dire en gros les questions qu'on pose le plus fréquemment quand il s'agit de parler des machines virtuelles. On va faire un tout petit peu, c'est pas un tuto comme d'habitude, mais je vais quand même vous montrer comment ça marche avec un exemple concret. Et on va parler du PC et du Mac évidemment, c'est-à-dire en gros les machines virtuelles sur PC et les machines virtuelles sur Mac. On va faire un petit détour par Linux parce que forcément il y a des choses à dire aussi de ce côté-là. Et puis et du coup je vous montrerai voilà, comment faire tourner. Il y en a une qui tourne en ce moment même. Donc je suis comme d'habitude en train de m'enregistrer à la caméra et hop en bas là. Voilà, j'ai un parallèle qui tourne, donc avec une machine virtuelle avec Windows, donc c'est tout petit parce que je suis sur un MacBook Pro Retina qui tourne avec une résolution absolument hallucinante. Donc quand vous êtes en 1920 par 1200, c'est un équivalent 1920 par 1200. En réalité, l'écran, c'est vraiment tout petit, 3840 par 2400. C'est le nombre de pixels qu'il y a à l'écran. Et autant sur Mac, c'est reconnu, donc ce qui fait que l'interface est mise à l'échelle en conséquence, c'est le mot que je cherchais. Autant sur Windows, en tout cas au travers de la machine virtuelle, il l'a pas percuté, vous voyez que ça donne des trucs hallucinants, mais bon ça c'est un petit détail, donc désolé si c'est un peu petit sur Windows, mais c'est un détail par rapport à ce dont on va parler. Donc voilà pour le sommaire, les machines virtuelles, les utilisations les plus fréquentes pour le commun des mortels. On va pas aborder les trucs orientés serveurs, etc., mais on va quand même en parler un petit peu justement grâce aux questions. A tout de suite, amusez-vous bien. Donc les machines virtuelles, c'est quoi, à quoi ça sert? C'est un peu la question, la première question de chaque carnet du geek plus ou moins, puisque la première question par exemple du Hackintosh, du carnet du geek sur le Hackintosh, c'était en gros qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc carnet du geek Hackintosh, je suis en train de le chercher en même temps sur YouTube, juste pour vérifier. Les machines virtuelles, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir dans un environnement serveur, ça peut servir dans un environnement, on va dire, end consumer, c'est-à-dire consommateur final, entre guillemets. Ça peut servir aussi, et plutôt, je pense, pour les développeurs. Donc tout le monde peut en avoir une utilisation différente. Avant toute chose, il faut juste quand même essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. En fait, une machine virtuelle, c'est tout simplement un programme qui va émuler un ordinateur, c'est-à-dire il va faire tourner un ordinateur dans l'ordinateur. C'est une architecture, c'est possible via une architecture assez récente. C'était quelque chose qui était très difficile, ce qui était impossible même, je pense. Encore une fois, je suis désolé pour les ultra nerds de la machine virtuelle et de la virtualisation. Si je dis une grosse connerie, il faut me corriger. Mais il me semble qu'il y a 20 ans, c'était le genre de truc qui n'était pas possible. C'était possible d'émuler des instructions d'un autre type de processeur avec un Intel, ou inversement, par exemple, vous aviez un processeur, je sais pas, RISC et émulé du x86. En tout cas, le x86 c'était quand même une architecture qui à l'époque pouvait pas émuler facilement, en tout cas virtualiser. Et du coup, il fallait émuler à la place, et du coup, il fallait convertir les instructions au fur et à mesure qu'elles arrivaient, et la puissance n'était pas là pour ça, et du coup, c'était impossible. Par exemple, ceux qui ont connu la glorieuse époque du PowerPC sur Mac, il y a eu à un moment, au tout début de macOS 10, un développeur, ou je sais pas, une équipe, qui avait sorti un programme pour émuler macOS 10 sur environnement x86, en gros sur un Pentium. À l'époque, c'était l'époque des Pentium 4.
Ils étaient cadencés entre 2.4 et 3 GHz, ce qui prouve que d'ailleurs depuis 10 ans en termes de fréquence on n'a pas fait beaucoup de progrès. Donc la loi de Moore s'est complètement arrêtée. Et donc tout ça pour dire que ce truc là marchait pas en fait, il fallait à peu près, en tout cas moi je l'avais lancé sur mon Pentium 4 à 3 GHz, donc c'était à l'époque un bon processeur, en tout cas sur le marché, positionné à peu près en face des Mac qui eux étaient plus chers, mais bon je veux dire c'était pas un truc qui était hyper vieux, qui fonctionnait mal quoi. Et tout ça pour dire, le truc avait mis un quart d'heure à émuler les instructions du PowerPC pour démarrer OS 10. J'ai mis un quart d'heure pour afficher le bureau de 10.1, une des toutes premières versions de OS 10 qui devait s'appeler Puma ou Cheetah, enfin une des toutes premières versions avant Jaguar. Et bref, c'était pas de la virtualisation, c'était pas un ordinateur qui tournait dans un autre ordinateur, c'était vraiment les instructions qui étaient émulées, qui étaient converties, traduites au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Et évidemment, les instructions PowerPC étaient beaucoup plus complexes, et le x86 étant pas fait pour ça, c'était juste inutilisable. Donc je sais pas exactement quand est-ce qu'il y a eu la bascule, mais les instructions de virtualisation sont arrivées un peu plus tard. Je sais pas si c'est une initiative d'Intel ou AMD, il me semble que c'est du Intel. Et c'est apparu, me semble-t-il, avec l'architecture Core Duo. Là aussi je vais pas dire de bêtises, mais tout ça pour dire ce qu'il faut retenir en fait finalement, c'est que c'est récent. Et ça permet quoi en fait? Ça permet en fait, depuis un système d'exploitation, de lancer un autre système d'exploitation en accédant directement au matériel. Ça veut dire que c'est un ordinateur dans l'ordinateur, mais l'ordinateur dans l'ordinateur peut accéder à une partie du matériel quasiment en direct. Ou en tout cas à peu de conversion près, quoi. Donc il n'y accède pas au plus bas niveau avec tout ce que cela représente en termes de complexité, mais il peut accéder suffisamment au cœur du matériel, pour que justement il puisse tourner avec de bonnes performances. Et aujourd'hui, les machines virtuelles, donc ce n'est pas une émulation qui va convertir en temps réel, c'est vraiment deux systèmes d'exploitation qui vont tourner côte à côte. Je prends l'exemple ici d'une machine qui fait tourner déjà un système d'exploitation. On va par exemple ici un Mac qui fait tourner OS 10, qui va faire tourner Windows à côté ou Ubuntu. Je ne parle pas des machines avec les hyperviseurs qui vont vraiment faire tourner un cœur, un système d'exploitation fait pour la virtualisation. Là, c'est déjà OS 10, c'est déjà un système d'exploitation qui n'est pas spécialement fait pour ça. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les hypervisors et tout ça, je vous invite à consulter, mais là, ça dépasse un petit peu le cadre de ce carnet du geek. Nous, on va voir ça en gros pour lancer Windows sur Mac, ou Ubuntu sous Mac, ou Ubuntu sous Windows. Lancer Mac sous Windows en virtualisation, c'est un peu compliqué, et même si on trouve des trucs clés en main, il faut savoir que c'est un poil illégal. Parce que pour avoir macOS 10 gratuit, il faut avoir un Mac, donc si vous le faites depuis PC, c'est nécessairement que vous n'avez pas de Mac. Bon, moi j'en ai un, donc on peut dire à la limite je l'ai payé quelque part, mais c'est encore plus flou que le Hackintosh en termes de licence, quoi, et en termes de droit. Donc c'est plutôt le but, c'est plutôt de lancer Windows à côté de Windows à côté du Mac, ou Linux en l'occurrence, quoi. Donc maintenant on a vu que ce que c'était, on a vu que c'était possible depuis assez peu, et au niveau des performances, on va le voir un petit peu plus en détail, mais les pertes sont assez minimes, en gros c'est une dizaine de pourcents selon les tâches, et suivant ce qu'on fait avec le CPU ou avec le GPU. Avec le GPU c'est encore autre chose, parce que là il s'agit de l'accélération 3D, et c'est peut-être le truc où il y a le plus de différence entre les différentes machines virtuelles. Donc j'ai fait un résumé hyper vulgaire en termes de précision des informations que je vous donne. Il faut savoir que ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, et qu'il y a différents types de machines virtuelles, il y a différents types d'hypervisors, etc. Donc c'est quand même un peu compliqué et chiant pour tout dire en fait. Le carnet du geek, comme vous le savez maintenant, c'est vraiment un retour d'expérience, je m'adresse à vous directement. Je vous dis comment moi je m'en sers et comment j'ai appris à le customiser ou à le rendre mieux, ou qu'est-ce que j'ai eu comme problème. C'est pas un cours magistral, c'est pas du journalisme. Quand là je vais parler des logiciels, je vais oublier des logiciels de virtualisation volontairement, parce que les autres je les connais pas. Donc n'y voyez pas un parti pris, je cherche à revendre personne ou quoi que ce soit, c'est juste ce que j'utilise moi. Donc si c'est des trucs que j'utilise pas, je m'en excuse. Par contre, évidemment, le but de la manœuvre, c'est que vous pouvez participer. Donc dans les commentaires, si vous avez des trucs qui rentrent dans le cadre de cet épisode et qui peuvent aider d'autres personnes, n'hésitez pas à poster, à me donner votre feedback. Donc une machine virtuelle permet de lancer un système d'exploitation en émulant une machine. Alors j'aime pas le mot émuler, en virtualisant donc une machine. C'est en gros un ordinateur qui se lance dans l'ordinateur, et dans cet ordinateur du coup on peut installer à peu près ce qu'on veut, donc un système d'exploitation. C'est en général à ça que ça sert.
Et à quoi ça sert? Ça peut permettre aux développeurs de tester, on va prendre un exemple très concret, un développeur web qui va pouvoir installer Internet Explorer en étant depuis un Mac. Donc il va avoir un Windows qui va tourner, comme moi là par exemple, je vais vous montrer ça, hop, voilà, là il y a Windows qui tourne, je lance Internet Explorer. Alors évidemment c'est tout petit, c'est une toute petite résolution, mais j'ai Internet Explorer qui tourne. Voilà, ça c'est un exemple assez classique. Un autre exemple, ça peut être de faire tourner Steam pour les jeux par exemple. Donc là, j'ai quelques jeux Steam qui sont installés. Ça permettrait de jouer, et vous allez voir qu'avec l'accélération 3D, ça marche plutôt pas mal. Donc ça peut permettre aussi de jouer à des jeux qui sont exclusivement Windows sur le Mac, moyennant une part de performance, on va en parler plus tard. Et ça peut servir à tester des systèmes d'exploitation sans qu'on ait forcément envie de faire des modifs sur le partitionnement de son disque dur. Par exemple, vous avez envie d'installer Ubuntu, alors par exemple, typiquement l'exemple sur le MacBook Pro Retina ou n'importe quel Mac, installer Ubuntu c'est possible, mais c'est chiant et c'est plus ou moins compliqué. Par exemple, la résolution Retina sur Ubuntu n'est absolument pas supportée. Donc la résolution va se lancer, l'ordi va se lancer en 2880 par 1800, qui est la résolution par défaut, ce qui évidemment ça va être tout petit. Il y a des trucs qui peuvent ne pas être supportés, comme par exemple la gestion de la lumière, les touches multimédia, le Bluetooth, la webcam, ce genre de trucs là. Si vous n'avez donc pas envie de passer, et surtout vous n'avez pas envie de prendre le risque de flinguer votre installation de Mac, vous mettez une machine virtuelle et vous allez avoir 90% des performances de votre ordi. Les 10% manquants, ce seront à trouver sur une installation native et sur le GPU quand vous faites des calculs GPU. Par exemple, CUDA, sur une machine virtuelle, ça ne va pas être disponible, puisqu'il n'est pas possible, en tout cas les logiciels dont je vais vous parler, ne peuvent pas virtualiser ces instructions-là. On va voir comment ça marche un peu plus en détail un petit peu plus tard. Donc voilà pour la première question. Alors les logiciels qui peuvent faire de la virtualisation, donc sur Mac, ce qui va vraiment sortir du lot, c'est 2 softs, 3 même. Le premier c'est Parallel, c'est la star, j'ai tapé Parallels. Hop, il l'a trouvé quand même, voilà, ça s'appelle Parallel. C'est l'ancêtre et c'est le premier en fait qui a démocratisé la virtualisation de Windows sur Mac. Parallel peut faire tourner autre chose, mais il est essentiellement utilisé pour faire tourner Windows sur Mac. C'est ce que j'utilise moi depuis la version 3 ou 4, et ça marche de folie. Il y a plein d'options cool, je vais vous en parler un peu plus en détail. Il est pas cher, en tout cas il me semble qu'il est... j'ai pas envie de dire de conneries sur ce coup-là, mais il doit être au même prix, me semble. Là, par exemple, Parallel Desktop 9 pour 65$. Et on va aller voir le concurrent direct qui est évidemment VMware Fusion. VMware étant très actif dans le milieu des serveurs. Fusion, c'est la version de virtualisation, c'est la version consumer, quoi, pas le truc pour les serveurs, un petit peu pour monsieur tout le monde. Et Fusion 6, si on regarde Buy Online, vous allez voir, je suis peut-être en train de dire une grosse bêtise, ouais, c'est carrément, alors 45, là c'est parti en livres sterling, 45 livres sterling, ça correspond à peu près, on va regarder en dollars, mais on compare en euros, alors voilà, 53€, ça fait 65$, c'est 65 livres en fait, autant pour moi, pardon, sur le site de Parallel. Bon, ça tourne entre 40 et 60, vous voyez que c'est le même ordre de prix, on n'est pas sur 40 et 400 par exemple, donc à vrai dire, je mettrais 20 livres de plus pour Parallel, mais on va voir un petit peu pourquoi. Donc ça, c'est les 2 grandes stars, et il y en a un qui est gratos, il faut quand même le mentionner. C'est Sun, tout simplement, qui fait VirtualBox, et qui a l'avantage d'être présent sur les 3 systèmes d'exploitation les plus répandus, c'est-à-dire évidemment Windows, Mac et Linux. Donc vous trouverez voilà, les hosts, c'est-à-dire les hôtes, donc en gros la machine que vous utilisez en ce moment. Je peux du coup utiliser un logiciel hôte pour Windows, pour OS X ou pour Linux, et même pour Solaris, s'il y en a d'entre vous, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui me regardent sous Solaris, mais bref. Par exemple ici, si je voulais faire tourner un Windows dans une machine virtuelle, il faudrait que je mette VirtualBox pour les hôtes OS X, et à l'intérieur il y aurait le guest, l'invité, qui est par exemple Windows. Son avantage, ce truc là, c'est qu'il est gratos. Son désavantage, c'est qu'en termes de performance GPU, c'est catastrophique, donc l'accélération 3D est très mal gérée. Donc jouer par exemple avec un Windows en machine virtuelle sur VirtualBox, ça va pas être possible.
Et il y a plein de petits trucs, de petits raffinements qui rendent des trucs qui rendent la vie un petit peu plus facile sur Parallels et sur VMware, qui ne sont pas présents sur VirtualBox. Donc pour un développeur web, par exemple, qui veut juste installer Internet Explorer et faire tourner un Windows et voir à quoi ressemblent les sites en développement, VirtualBox va suffire amplement. Pour ceux qui veulent faire du multimédia ou tester des trucs multimédia qui seraient par exemple pas dispo sur Mac ou pas dispo sur Windows, ce qui est rare parce que tout est dispo sur Windows, mais bon. Ou au contraire, si vous êtes sous Linux et que là par contre vous voulez faire tourner ne serait-ce que genre Photoshop ou Premiere, ce genre de truc. Alors Premiere il va pas tourner super vite parce qu'il va pas avoir l'accélération GPU, parce qu'il n'y aura pas CUDA, et l'accélération OpenGL va pas être très forte sur VirtualBox, mais au moins il va se lancer, quoi, par exemple. Donc vous voyez, il y a plein de trucs à faire, de cas de figure. Moi, mes 2 cas de figure sont quand je suis sous Mac, j'ai envie de voir à quoi peut ressembler un site quand j'en design un sous Windows, ou tester mon propre site, mon book, etc., ou les sites de mes clients. Et l'autre cas de figure, c'est quand je suis en balade, et comme je suis un peu accro et que je game pas mal, il y a certains jeux que je ne peux pas lancer sous OS X, bien que la librairie Steam et les jeux sont de plus en plus portés nativement sur Mac, ce qui est très bien. Mais par exemple, il y a plein de jeux auxquels je joue et qui ne sont pas... ou des trucs en émulation, par exemple, pour les anciennes consoles, qui marchent quand même mieux sous Windows. Donc voilà le genre de logiciel auquel vous avez affaire. Sous Windows, vous allez retrouver VMware, qui ne va pas s'appeler Fusion, mais qui va s'appeler VMware Workstation. Donc on va aller dans Product, et c'est Workstation 10, qui permet donc d'installer une application haute pour virtualiser. Ça coûte beaucoup plus cher, accessoirement 225 €. C'est là où je comprends pas trop, mais bon. Donc si vous êtes sous Windows, bonne nouvelle, vous allez payer 4 fois plus pour la même chose. Donc bon, dommage. Et il y aura toujours VirtualBox. Et après, pour nos amis sous Linux, il y aura VirtualBox. Et il y a Xen qui est un peu plus puissant et beaucoup plus chiant à configurer, mais qui permet des choses vraiment plus poussées, comme par exemple la virtualisation du port PCI Express. Ce qui permet par exemple des trucs assez mortels, comme avoir 2 cartes graphiques, 2 GPU. Et avec Xen, vous lancez un Linux. Alors, Xen, c'est vraiment la machine virtuelle par excellence, c'est-à-dire que le truc démarre prêt à virtualiser un système d'exploitation, il n'y a rien au-dessus, quoi. C'est pas un Linux qui traîne, qui lance un autre Linux ou un autre Windows, c'est vraiment un environnement qui est fait pour virtualiser. Donc quand vous démarrez une machine sur Xen, la console de Xen démarre, l'hyperviseur, et il est là pour vous permettre de lancer des machines virtuelles. Est-ce que ça permet, par exemple, sur une machine relativement puissante, évidemment, il ne faut pas faire ça sur un Celeron avec 2 Go de RAM, mais si vous avez un quad-core i7 ou un hexa-core, je parle même pas d'Exeo, on parle de Monsieur Tout-le-Monde, hein, ceux qui ont gagné au loto, je pense qu'ils ne regardent pas cette vidéo. Donc, si vous avez un Xeon 12 corps, félicitations, c'est clair que là vous pouvez faire de la virtualisation parce que c'est surpuissant. Mais bref, il y a des i7 aujourd'hui qui, un hexa-core, pour une fraction du prix du Xeon, font quasiment aussi bien. Mais bon, ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que vous allez pouvoir lancer avec Xen une machine virtuelle qui va lancer un Linux et qui va accéder directement au GPU avec le PCI Express et lancer à côté un Windows qui va accéder au PCI Express de la 2e GPU. Donc vous mettez par exemple 2 GeForce dans votre tour. Et il y en a une qui est pilotée par Linux, une qui est pilotée par Windows nativement. Et les pertes sont absolument infimes. Je vous invite, alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faut le faire, il faut le configurer et juste pour le carnet du geek, je peux pas péter toute ma station pour monter un Xen et vous montrer, donc j'ai jamais essayé. Mais si vous tapez Xen PCI Pass-Through en anglais, voilà, vous allez tomber sur des vidéos de gars qui jouent. Il y a par exemple celui-là, là, Xen Dual VGA Pass-Through, qui a été fait par UbiCloud, donc c'est chez Ubisoft, où ils ont fait des tests carrément. Et vous voyez que les perfs font quand même vraiment pas mal. Et après, il y a d'autres gars qui lancent, par exemple ici, il y en a un qui joue à F1 2013 ou un truc comme ça, et les pertes sont de 5%. Donc si vous mettez une GeForce milieu de gamme, qui fait déjà tourner vraiment très bien tous les jeux aujourd'hui, vous pouvez avoir donc 2 écrans, forcément, hein, c'est quand même le mieux, vous avez 2 cartes graphiques, 2 écrans. Vous pouvez partager votre clavier assez simplement, mais le mieux c'est là aussi de brancher 2 claviers et 2 souris. Donc vous avez en gros un boîtier, et vous pouvez vous faire 2 machines avec. C'est-à-dire il y a un cœur qui alimente 2 machines avec les perfs...
en tout cas le procédé pardon, de virtualisation ne fait perdre que quelques miettes. Et au final, la machine sous Ubuntu et sous Windows que vous allez lancer, vous pouvez lancer 2 Windows si ça vous branche, ou 2 Linux, vont avoir des perfs comme si vous étiez en natif directement en ayant installé Windows ou Linux sur cette machine. Donc ça permet un environnement pour bosser, un environnement pour jouer, le tout avec la même machine. Ou une station et 2 utilisateurs. Vous pouvez très bien mettre 2 Windows avec 2 personnes qui bossent dessus sur une tour. Ça vous fait des économies d'énergie, ça vous fait des économies de place, etc., etc. Donc vous montez une grosse station, ça va vous coûter moins cher que de monter 2 tours. Par exemple, je sais pas, vous et votre frère, ou votre soeur, ou votre femme, ou en gros vous êtes un couple d'utilisateurs, on va dire 2 personnes. C'est moins cher de monter une bonne config à par exemple, je sais pas, 1500 €, que de le doubler en fait, cette config. Parce que finalement, les moments où vous allez mettre à genoux la machine en faisant vraiment du 100%, je suis en train de réfléchir, mais à part lancer des rendus les deux en même temps, tout ça pour dire que votre machine sur un Hexacore par exemple, ou même sur un i7, vous la mettez jamais à genoux, c'est pas possible quoi. Les gens aujourd'hui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir des machines aussi puissantes. Donc finalement, il y aurait largement de quoi mettre 2 personnes sur des machines d'aujourd'hui sans que ces machines soient à genoux. Encore une fois, sauf si vous lancez un rendu dans After Effects ou Maya ou ce genre de programme quoi. Donc évidemment pour les jeux, il vaut mieux avoir des cartes graphiques dédiées. Mais bon voilà, c'était la parenthèse Xen, on va pas continuer, mais c'est vraiment un truc passionnant Xen, parce qu'il y a Xen, il y en a d'autres qui font ça. Parce que vraiment ça donne des trucs, des possibilités. Vous imaginez une salle de classe par exemple, vous mettez 2 ou 3 tours finalement, avec des Xeon. Alors ok, les tours vont coûter 1800 €, mais avec 3 tours, allez, vous mettez 5000 € dans le pot quoi. Et vous pouvez mettre 20 étudiants dessus, sans problème quoi. Voilà, après il faut gérer les écrans, les claviers et tous ces trucs là, mais en démarrant des sessions et ce genre de trucs, il y a moyen de faire des choses maintenant en mettant juste un cœur qui alimente plein de choses. Donc ça c'est une utilisation un petit peu plus experte. En tout cas les logiciels, voilà, Parallel, VMware, VirtualBox, et sous Windows il n'y a pas Parallel, enfin il y avait à une époque mais ça n'est plus supporté. Donc votre choix se portera sur VMware Workstation et VirtualBox de Oracle. J'ai dit Sun il me semble, mais c'est Oracle. Je crois que j'ai dit une bêtise, ouais, c'est Oracle qui fait VirtualBox. Donc voilà pour les softs. Alors on va voir quelques exemples concrets. Comment ça marche? En fait, ça marche assez simplement. Donc on va prendre l'exemple de Parallel. Je suis désolé, je ne peux pas montrer les exemples de tout, donc vous savez que après le premier épisode sur la Macintosh, j'ai déminé le problème sur le fait que j'avais pas choisi mon camp entre Windows et Mac, j'utilise les deux. Pour ce carnet du geek, on va rester sous Mac, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Les trucs que je vous montre, les notions que je vous montre là sont à retrouver à l'identique en fait, dans VirtualBox et dans Workstation sur PC. Donc là on a Parallel Desktop qui tourne. Vous voyez que c'est un bureau en plein écran. Donc je peux passer de l'un à l'autre, là il est en plein écran, mais je peux très bien, comme vous le voyez, mettre ça dans une fenêtre, et j'ai mon environnement Windows ici qui traîne dans une fenêtre. On peut mettre une résolution, alors du coup, comme je vous l'ai dit, les pixels sont interprétés sans le Retina, mais voilà, je change la résolution, je peux même bouger, changer la fenêtre, et hop, la résolution va changer, tac. Vous voyez, quand j'appuie sur la touche Windows, il y a bien le menu démarrer qui sort. Vous voyez que les performances sont quand même plutôt très très bonnes. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a même un mode qui s'appelle cohérence, qui a un équivalent qui s'appelle je sais pas comment dans Workstation sur PC, ça doit être Unity ou un truc du genre, j'ai complètement oublié. Ce que ça fait, c'est qu'en fait ça lance ça se confond avec le bureau de Mac. Vous voyez que du coup la taskbar, la barre des tâches est partie là-haut, et que les fenêtres se lancent sans rien autour. C'est-à-dire que le bureau de Windows, c'est le bureau du Mac, il est là en fait. Le menu démarrer, il est parti là-haut, ou en bas par exemple, voilà, il est ici, il y a mon menu démarrer. Donc je lance des applications Windows, c'est quand même assez génial, comme si c'était sur le Mac, via le dock, via la barre des tâches. Vous voyez, je peux changer le volume. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et regardez ce qui se passe en fait quand j'insère un nouveau périphérique. Donc par exemple ici une carte mémoire SD, hop, via le slot SD, tac, et là vous avez, voilà, il vous dit
j'ai trouvé un nouveau périphérique, tu le veux sur Mac ou sur Windows. Donc on va lui dire je le veux sur Mac, tac. Donc il va apparaître sur Mac sans problème. Et en fait, on va enlever le mode cohérence de... Hop, exit cohérence, on va revenir sur le bureau. Et en fait, il faut savoir que par défaut, ce que fait Parallel, et c'est là où il est beaucoup plus intéressant et intelligent, j'ai envie de dire, que les autres, c'est que, regardez, je vais zoomer, histoire d'avoir une résolution un peu plus potable. En fait, tous les disques qui sont montés sur mon Mac sont automatiquement disponibles en tant que partage réseau avec lecture et écriture. Et ça, c'est franchement, c'est juste une super idée, parce que quand vous êtes dans votre machine virtuelle, vous voulez accéder au disque de votre hôte, en fait. Et ça, c'est le problème de VirtualBox, par exemple. Pour mettre en place un partage de dossier, il faut mettre en place un partage de dossier au début du boot de la machine virtuelle. Si vous le faites après, c'est pas supporté, il faut l'arrêter, la redémarrer. Là, si j'enlève ma SD card, vous allez voir que le disque, hop, voilà, le disque partagé a été déconnecté dans la machine virtuelle. Il a reconnu que c'est sorti. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est la brancher nativement. Donc ça, par exemple, Workstation peut le faire. Il a une petite barre Workstation sur PC, VMware, en bas qui permet de dire tous les périphériques qui sont connectés à l'hôte, je peux en un clic les amener à la machine virtuelle. Par exemple, la carte SD, poum, elle va partir sur la machine virtuelle. Mais par défaut, c'est pas partagé. Là, l'avantage, c'est que par défaut, je peux dire c'est le Mac qui y accède, mais c'est toujours disponible dans la machine virtuelle. Donc là, on peut lui dire quand même, je veux la machine virtuelle directement. Et ma carte SD va apparaître exactement comme si je l'avais branché sur cet ordi qui n'existe pas puisqu'il est virtualisé. Mais vous voyez, hop, maintenant c'est plus un disque réseau, c'est un vrai disque. Et on va s'intéresser un petit peu aux performances. Donc par exemple ici, je vais copier une ISO de Windows 8. C'est une ISO, c'est un RIP de mon DVD. J'ai acheté une version OEM pour ma machine. Donc on va glisser ça sur un disque, sur le disque natif de la machine virtuelle, sur le bureau, voilà, ces 2 points. Et on va regarder un petit peu les performances. Et vous voyez que c'est carrément pas mal en fait, on fait du 25 mégasecondes sur le port SD. Donc pour la machine virtuelle, c'est une carte SD native, mais en réalité évidemment c'est une machine virtuelle. Donc en réalité ce qui se passe, c'est le Mac qui fait transiter les informations vers ce Windows qui est virtualisé, bien entendu. Il n'y a pas une deuxième machine qui tourne derrière en cachette. Donc on va aller au bout parce qu'en fait, ça va me permettre de vous montrer ensuite un autre transfert. On va regarder au niveau des transferts disques. Donc là, ici, pour ne pas biaiser les performances, il faut que je vous dise quand même sur quoi tourne cette machine virtuelle. En réalité, cette machine virtuelle tourne sur un disque. Je suis passé sur le dashboard. Donc, hop. Donc on va lui laisser finir sa copie, et donc ça tourne sur un disque dédié qui est là, et vous voyez qu'il y a un fichier PVM, donc Parallel Virtual Machine. On va en parler puisque je vais vous montrer comment créer une nouvelle machine virtuelle avec Parallel. Et ce disque dur, évidemment, s'il avait des mauvaises performances, toute la machine virtuelle serait affectée. En réalité, l'ordinateur qui tourne là, le faux ordinateur qui tourne là, ce truc là, ce faux Windows, enfin c'est un faux vrai, hein, parce qu'il n'a rien de faux, mais il tourne pas sur un PC, il tourne à travers mon Mac en virtualisation. Il est résumé intégralement dans un fichier. Il est là-dedans en fait, dans un fichier PVM tout bêtement. Et quand je fais clic droit, ouvrir le contenu du paquet, là on voit vraiment toutes les informations qu'a mis Parallel dedans. Il y a ici le point HDD qui peut s'ouvrir, qui peut se monter en tant qu'image. Puisque là par exemple je peux accéder, vous voyez, à mon disque via le Mac, le disque virtualisé, le C2 points. Donc ça, en gros, si ce disque-là qui contient le PVM, il était lent, toute la machine virtuelle serait lente. Donc en gros, vos machines virtuelles, ne les mettez pas sur un disque USB 2, sinon vous allez mourir. C'est vraiment super lent. Moi j'ai mis ça, alors j'ai un peu le choix du roi, je peux pas vous le montrer, peut-être vous le montrer. Ça tourne, alors c'est un petit peu du bricolage. C'est un hub USB 3 et j'ai un boîtier, je sais pas si vous allez le voir à la webcam. Donc vous voyez, ça clignote un petit peu dans tous les sens, je sais pas si vous le voyez. Donc voilà, c'est un boîtier externe dans lequel tourne un disque dur, tout bêtement, et ce disque dur, c'est un disque SSD de 120 Go. Ça coûte en euros, 75 €, je l'ai payé, ou un truc du genre. Et ça me permet, quand je me balade, d'avoir un Windows sous la main qui démarre tac, en 2 minutes, quoi. Parce que c'est du SSD, et que ce boîtier que j'ai trouvé là,
il faut que je vous montre. Alors, encore une fois, je vous dis, je touche pas de royalties ou de commission, hein, donc je leur fais de la pub, mais parce que c'est du bon matos. Hein. Malheureusement, ils me donnent pas de sous pour leur faire de la pub. Donc ça s'appelle Inatech, voilà, c'est ce truc-là. Ce boîtier, il paye vraiment pas de mine. Il est même pas spécialement beau, pour pas dire qu'il est un peu moche. C'est un boîtier USB 3. Et alors ici, ils disent optimisé pour SSD, il y a 4 € de plus. Bon, entre 14 € et 18 €, je pense que vous pouvez vous permettre de lâcher 4 € de plus pour avoir une version soi-disant optimisée pour SSD. A priori, c'est vraiment optimisé SSD, mais pour 18 € dans tous les cas, il a des taux de transfert hallucinants. Ah oui, effectivement, cette version-là a un contrôleur différent. Pour vous le prouver, donc il y a une machine virtuelle qui tourne là, donc il a fini sa copie, mais il y a une machine virtuelle qui tourne, donc il est en train d'être utilisé. Je vais vous montrer avec Blackmagic le taux de transfert. C'est vraiment incroyable qu'un boîtier externe à 20 € arrive à avoir des performances pareilles. J'avais acheté avant un boîtier qui était soi-disant optimisé pour les SSD, avec un super contrôleur, etc. Un boîtier métallique lourd, avec un système sans vis, un truc rackable où vous mettez le disque, vous le poussez, ça ouvre une porte. C'est vrai que le côté montage était pratique, mais les perfs c'était du 150 ou 200 mégasecondes. Donc là, s'il me fait pas mentir, regardez, c'est quand même assez incroyable. Avec le même disque, j'atteins 400-450 mégasecondes. C'est quasiment, en gros, c'est le plafond de ce que peut faire l'USB 3. On peut vraiment aller plus vite que ça, quoi. Et ça tourne dans un pauvre boîtier à 20 €, alors que j'avais acheté un boîtier, donc justement, je vous disais, à genre 50 ou 60 €, qui était censé être le haut de gamme, machin, du boîtier externe, et qui plafonnait à 150 ou 200. Donc je sais pas si j'ai eu un gag, mais bon, voilà. Vous voulez faire de la machine virtuelle, vous n'avez pas de place sur votre disque d'origine, et vous voulez externaliser un petit SSD, tout compris, ce machin-là, c'est 20 € le boîtier, 75 €, et on va arrondir à 80, ça fait 100 €. 100 €, vous avez un Windows 8 portable qui se lance depuis le Mac ou depuis Linux, hein, parce que vous pouvez très bien faire ça avec VirtualBox et vous aurez des pertes de folie. Donc toute machine compatible USB 3, donc en gros maintenant la plupart des ordis, et vous pouvez lancer une machine virtuelle avec vraiment une rapidité assez incroyable, quoi. Maintenant, regardons ce qui se passe. Donc on a cet ISO là de Windows 8 qui est sur le disque de la machine virtuelle, et je vais le copier, regardez, en glissant sur le bureau du Mac. Et ça, c'est une des fonctions qui existe aussi sur Workstation, sur PC. On peut transférer un fichier de la machine virtuelle au bureau de la machine hôte. Et ça, c'est génial parce que hop, on lâche et il le copie sur le bureau de votre Mac. C'est quand même... Donc il va mouliner un petit peu. Et regardez le taux de transfert, quoi. C'est-à-dire que de SSD externe virtualisé à SSD natif, 340 mégasecondes. Donc là aussi, parallèle à vraiment des performances excellentes en transfert de fichiers, quoi. Donc je ne pouvais pas vous montrer mieux que ça en termes de transfert de fichiers. En termes de CPU, j'ai pas eu la curiosité de comparer avec Geekbench. Il va falloir me croire sur parole, vous devez perdre à peu près 10%. Donc ça veut dire que toutes les tâches de CPU intensifs sont finalement pas mal, parce que sur un i7 comme sur cette machine ici, ça va marcher très très bien, entre 5 et 10%, quoi. Donc on a vu le disque dur, on a vu le CPU. Alors le GPU, c'est la carte graphique. Donc on va lancer Steam. Hop, je tape mon mot de passe. Voilà, on va mettre ça en plein écran. Alors je vais pas lancer un jeu en 3800 par je sais pas combien, parce que là faut pas rêver, ça va être un petit peu chaud. Mais là je vous montre comment ça tourne, et après on va aller un petit peu dans les coulisses, voir comment tout le truc est configuré, quoi. Donc on va aller dans la bibliothèque, on va aller dans... je suis désolé, c'est vraiment tout petit, mais pour le moment on s'en fout. On va aller dans Installed, et on va mettre... avec le contrôle roulette du Mac, d'ailleurs je peux zoomer, comme ça me permet de vous montrer un petit peu les jeux que j'ai installés. Donc ne serait-ce que par exemple Ikaruga, qui est pas très gourmand, mais qui est le genre de jeu qui est pas encore dispo sur OS X sur Steam. On va mettre Play. J'espère qu'il ne le lance pas en 3800, parce que ce serait pas... Je crois que oui, en fait, il est en train d'étirer la résolution à 3800. Donc je vous montre un truc un peu extrême là quand même, parce que c'est quand même un peu chaud. Alors au clavier, je connais pas les touches. Voilà. L'autre touche. Yes. Donc là, vous avez une accélération. On va baisser le son, sinon vous n'allez pas m'entendre.
Donc là, c'est la machine virtuelle que vous voyez. Et la carte graphique est accédée... donc Windows croit que c'est une carte graphique DirectX, parce que ce jeu tourne en DirectX. Enfin, je crois qu'il a été porté en DirectX. Et là, ça tourne avec une résolution de 3800 par quelque chose de furieux. Donc c'est évidemment beaucoup trop. Alors, il faut que je trouve le bouton de tir, parce que je suis sur... Normalement, j'ai mon gamepad. Alors, j'aurais dû vous le dire, mais on peut évidemment mettre le pad de la Xbox pour arriver... J'arrive pas à trouver le bouton de tir, c'est quand même terrible, ça. Bon, en tout cas, vous voyez comment ça tourne. Et ça tourne carrément pas mal. Pour des petits jeux comme ça, et puis même pour des gros jeux, vous pouvez faire tourner, j'avais essayé par curiosité, Half-Life 2 tourne sans problème. Ah, j'ai trouvé la pause, j'aimerais bien vous trouver le... Bon, tant pis, je vais juste perdre des vies à faire n'importe quoi. Vous avez vu que ça tournait pas mal. Le Alt-Tab fonctionne, donc c'est stable, quoi, ça crache pas quand on fait des trucs. Donc je change de couleur, mais je vais pas arriver à tirer. Il faut que je configure mes touches. Ouais, la souris marche pas. Et donc je suis dans une résolution vraiment extrême. Vous voyez que le Alt-Tab, il est en 3800 par je sais pas combien. Quoi. Voilà, par contre, vous l'entendez peut-être avec le micro, mais j'ai fait un petit Alt F4, les ventilateurs sont partis à fond là, donc c'était quand même évidemment très demandant. Donc maintenant on va l'arrêter cette machine virtuelle et je vais vous montrer ce qui se passe en coulisses. Quelle machine a été virtualisée, c'est-à-dire quel a été le PC créé par Parallels pour que Windows puisse tourner. Donc déjà vous avez bien vu qu'il y avait une accélération 3D, c'est-à-dire que les jeux Windows démarrent sans problème. Alors toutes les versions de DirectX ne sont pas émulées, enfin supportées, pas émulées, c'est pas le bon mot. Quand on va dans Configure, ici sur Parallels, on voit que c'est DirectX 9 et on peut aller jusqu'à DirectX 10. Donc comme je vous l'ai dit, bon, faire tourner Half-Life 2 c'est un peu débile puisqu'il est déjà dispo sur macOS 10, mais il y a plein de jeux en fait comme ça que vous pouvez faire tourner sans problème. Vous choisissez le montant de la mémoire vidéo, et surtout, commençons par le commencement. Dans Général, on choisit combien de CPU on veut virtualiser et combien de RAM on lui donne. Donc sur un portable comme ce MacBook Pro Retina, qui a 4 corps physiques et 8 Go de RAM, vous ne pouvez pas aller lui mettre plus que 4 Go de mémoire. Sinon, le système d'exploitation hôte qui fait tourner la machine virtuelle n'aura pas assez de ressources pour se sustenter lui-même. Donc forcément, la machine virtuelle ramera. Il faut pas tout donner à la machine virtuelle, parce que si le hôte qui fait tourner la machine virtuelle, il n'a plus de quoi respirer, votre machine virtuelle va ramer. Donc il faut trouver un équilibre. Pour ceux qui m'ont suivi sur le Hackintosh, vous savez que je travaille aussi avec une tour, qui tourne avec un hexacore et avec 32 Go de RAM. Donc c'est une solution un petit peu confortable. Et alors là par contre, il y a moyen de lancer une machine virtuelle. Quand je suis sous OS 10, sous Mavericks, je lance une machine virtuelle avec Windows, avec 4 corps et 16 Go de RAM, et ça tourne vraiment très très bien. Alors c'est pas parce que vous donnez, là par exemple, c'est pas parce que je donne les 4 corps à la machine virtuelle que les 4 corps sont occupés à 100% dans la machine virtuelle et que du coup l'hôte ne va plus respirer. Les deux vont se gérer en harmonie sans aucun problème à la demande. Donc si vous avez 6 corps, vous pouvez en allouer 6 à la machine virtuelle. Par contre, quand la machine virtuelle va consommer énormément de ressources, ça peut être compliqué. Donc en général, il vaut mieux attribuer un corps de moins pour pouvoir quand même avoir de quoi se retourner. Donc là, j'ai fait un peu un truc extrême. Il vaudrait mieux mettre 3 corps sur 4, et pour faire du Steam avec des jeux comme ça suffit amplement. Même 2 corps d'ailleurs, avec 4 Go de RAM, ça suffit amplement. Si vous voulez faire des trucs un peu plus sérieux pour faire des tests, vous pouvez avoir besoin de mettre plus que ça. Donc vous voyez qu'on peut choisir la puissance qu'on alloue à la machine virtuelle, et on peut ensuite gérer plein de choses cool, comme par exemple gérer les écrans. Quand on va dans vidéo, je crois que c'est dans options, on peut donner un écran de plus, on peut gérer les partages au niveau des répertoires partagés, pour dire qu'un répertoire partagé de l'hôte soit disponible en réseau, comme si c'était un partage réseau dans la machine virtuelle, et ce genre de trucs là. Donc comment on crée une machine virtuelle, parce que j'ai pris le problème à l'envers, je vous ai montré en quoi ça ressemble et comment ça marche avant de vous montrer comment on le fait. C'était peut-être mieux de vous montrer comme ça, histoire de pouvoir vous le vendre entre guillemets un peu plus facilement. Donc en réalité c'est très très simple. Dans Parallels, quand on veut créer une nouvelle machine virtuelle, on va aller dans New, et ici on va choisir ce qu'on veut faire. Vous voyez qu'il vous propose des assistants pour télécharger Ubuntu et l'installer à la volée, ce qui est quand même plutôt cool. On peut même migrer un PC entier, si on met continue ici, via le réseau ou via un disque dur externe qui contient les datas qui ont été prises par le Parallels Transporter agent,
qui va en fait collecter les données d'un PC, les mettre dans un format compatible à parallèle, vous mettez ça sur un disque dur externe, et il va du coup pouvoir les mettre sur votre machine virtuelle. Donc vous pouvez cloner un PC physique pour le sauvegarder et même le lancer virtuellement dans votre Mac. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Moi ce que je vais faire c'est mettre par exemple installer Windows ou n'importe quel OS depuis une image, donc un ISO. Et on va lui dire USB, on va lui dire DVD, moi je vais dire image file, et je vais tout simplement glisser l'ISO de Windows 8, vous le voyez, dans le truc. Alors ça tombe bien qu'il n'ait pas détecté ici, normalement il le détecte. Ici il ne le détecte pas. Pour la simple et bonne raison que j'ai ripé mon DVD de Windows 8 en fait. Et je pense que le format que j'ai choisi quand je l'ai ripé, quand j'ai converti, c'est un truc qu'il ne peut pas détecter, mais on s'en fout, c'est pas grave. On va lui dire, nous directement, c'est Windows 8 et non pas 8.1, parce que quand je l'ai acheté, Windows 8.1 n'était pas sorti, on va mettre OK. Alors ici, est-ce que vous voulez l'utiliser comme un Mac ou comme un PC? Comme un Mac, ça veut dire qu'on va être en mode cohérence, c'est pour ça que je vous l'ai montré avant, comme ça je peux vous l'expliquer, ou comme un PC. Moi j'aime bien avoir l'environnement PC dans une fenêtre à part, histoire que ça ne mette pas le bazar, mais bon ça c'est à vous de voir. Et si vous mettez like Windows 7, comme Windows 7, il va en fait installer Star 8, le dock de, comment ça s'appelle, de StarDock, qui permet de rentrer directement sur le bureau style Windows 7 sans avoir les mosaïques avec les tuiles. Donc bon, à vous de voir, hein. Moi j'ai mis comme Windows 7. Ensuite vous lui donnez un nom et vous lui choisissez donc l'endroit où vous voulez le mettre. Donc moi par exemple ici, je peux mettre ça, on va mettre ça sur le disque du Mac pour le moment, donc dans Documents parallèles, donc le truc par défaut. Donc forcément ça va être rapide puisque c'est le SSD du Mac. Là vraiment c'est le moment où il faut mettre un truc rapide. Si vous installez ça sur une clé USB, en USB 2, ça va être l'horreur, ça va mettre 1 heure ou 2 à s'installer, quoi. Et après à se lancer, ça va être pareil. Et ici vous voyez une petite case à cocher qui dit que l'on peut customiser les réglages avant l'installation. Et bien en fait c'est ce qu'on va faire, et du coup on va pouvoir lui dire bah tu sais quoi, tu vas utiliser 3 corps, tu vas utiliser 4 Go de RAM, 4096. Tu vas accélérer la 3D en vidéo. Et vous voyez ici qu'en résolution, on peut lui mettre support du Retina. Il va en fait agrandir les textes, etc. pour pas que ce soit trop petit. C'est ce que j'aurais dû faire moi avec la mienne en l'occurrence. Voilà, et après vous pouvez lancer l'install. Et ça va lancer Windows 8, l'installation, comme n'importe quel PC qui lancerait physiquement Windows 8. Donc il va vous demander de créer votre profil, de mettre votre serial si vous en avez un, etc. Donc évidemment on va pas aller jusqu'au bout parce que vous avez compris qu'une fois que c'est fini on arrive en gros là-dessus, sur ce que je vous ai montré au début. Mais c'est aussi bête que ça, hein. Vous mettez un DVD ou une clé USB ou un ISO, et si c'est Linux il vous permet même de l'installer, de le télécharger directement et de l'installer. Donc c'est plutôt bien fait. Donc là on voit l'assistant démarrer, on va peut-être grossir un peu la fenêtre, on va zoomer. Donc voilà, je choisis. Donc vous pouvez vous demander, mais est-ce qu'il va pas bousiller mon disque dur quand il va installer? Ben en fait non, parce qu'il crée un disque dur virtuel. Donc quand vous mettez installer maintenant, ce que voit l'invité, ça pourrait être un Linux que ce serait pareil, hein. Mais là en l'occurrence ce que voit Windows, puisque c'est de Windows dont on parle, c'est un disque dur, qui est vide, puisque en fait il a été créé virtuellement au sein de la machine virtuelle. Il existe physiquement, il est à l'endroit où on a créé la machine virtuelle, c'est-à-dire en gros dans Documents, Parallèle, Windows 8.pvm, voilà. Ce fichier de 270 mégas cache en fait là pour Windows 8 un disque je crois de 20 Go par défaut, un truc comme ça, parce que c'est ultra compressé. Et après évidemment il grossit tout seul, parce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe si le disque dur virtuel devient trop petit? En fait il grossit tout seul, c'est un truc que vous pouvez fixer vous-même et dire ce truc là fait 24 Go, il fera que 24 Go. Ou vous pouvez dire c'est un disque expandable, c'est-à-dire qu'en gros, au besoin, il va grossir tout seul. Et c'est en gros ce que j'ai fait avec mon disque ici, mon PVM, qui à la base faisait 12 Go, et vous voyez que maintenant le PVM fait 51 Go. Et la machine, quand elle boot, on va démarrer là-dessus. Donc là, je démarre 2 virtual machines en même temps, c'est pas spécialement une bonne idée, mais c'est pas grave. Vous allez voir que ça fait pas 51 Go, en fait, Windows le reconnaît comme plus que ça, puisque pour lui, c'est un disque différent puisque l'hôte l'a compressé. Et pour l'invité, du coup, quand il décompresse, il voit plus que ça. Donc vous n'allez pas vous soucier non plus de l'espace, c'est supporté de la même façon sur PC. Je sais qu'on parle de Mac, mais sur Workstation, il gère la même chose. C'est des disques qui s'agrandissent tout seuls. Vous voyez ici, si je zoome, on voit qu'en fait, j'utilise 20 Go, enfin j'ai 20 Go de libre sur un disque de 63 Go. Alors qu'en réalité, physiquement, il en fait, hop, j'essaye de remonter.
il en fait 52 Go. Physiquement, sur le vrai disque dur, il en fait 52 Go. Donc ces logiciels sont vraiment arrivés à maturité. Ça marche super bien, les performances sont très bonnes. Maintenant, parlons des différences entre les softs selon mon point de vue. Donc, j'ai fait du coup la question suivante, la différence entre les softs. J'ai oublié de mettre le petit carton qui dit et les différences. On peut le faire, remarque, tiens, on va le faire au montage, ça va être mieux. Donc, quelles sont les différences? C'est entre... On va parler déjà sur Mac. En gros, si vous êtes sur Mac, je pense que Parallel met tout le monde d'accord. Fusion va donner les mêmes performances, sensiblement disque dur, CPU, mais en GPU, il émule beaucoup moins bien. Enfin, à chaque fois je dis émule, mais il supporte beaucoup moins bien DirectX. Donc si vous voulez jouer ou accéder à des applications DirectX, et même en OpenGL en fait, mais surtout en DirectX 10 par exemple, Parallel a vraiment une avance là-dessus, c'est indéniable. Donc vu que le prix est à peine supérieur, dans tous les cas il y a plein de petits trucs hyper confortables avec Parallel. Dans tout ce qui est, donc comme je vous l'ai dit, quand on branche un truc externe, il y a vraiment le petit assistant qui vous dit où est-ce que tu veux brancher. Le coup des disques, chaque volume monté sur l'autre apparaît automatiquement comme un disque partagé en réseau dans la machine virtuelle. Tous ces trucs-là, tous ces petits raffinements sont vraiment très très cool dans Parallel. Et il gère Retina sans problème. Bref, c'est vraiment le truc. En même temps, c'est eux qui ont le plus d'expérience sur l'émulation de Windows sur Mac. Après, VMware est évidemment un gros éditeur qui propose des solutions de virtualisation pour les serveurs, pour l'hébergement, donc ils sont très très forts pour le cloud aussi. Mais pour le consommateur final, et juste les petits gars comme moi qui veulent lancer quelques jeux Steam et tester des applications Windows sans quitter le Mac, sans avoir rebooté, je trouve que Parallel est meilleur. Fusion est très bien, attention, hein, ça marche très très bien aussi, mais si vous n'êtes pas à 30 € près, et que vous allez jouer un petit peu, Parallel est définitivement le meilleur choix. Maintenant sur Windows, alors Workstation est le meilleur, forcément c'est celui qui a le plus de fonctions, il a une bonne accélération 3D, elle est pas aussi bonne que ce que fait sur Mac, même si c'est difficile de comparer Parallel, mais vous pouvez faire tourner des trucs accélérés 3D, vous n'aurez pas le support de CUDA et ces trucs là forcément, mais ça coûte 250 € ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est très cher pour le consommateur final et des gars dont c'est pas le métier, ou si vous faites ça pour un hobby, ou voilà. Si vous voulez faire ça pour le fun et tester des trucs, par exemple tester Ubuntu ou ce genre de trucs, clairement n'achetez pas Workstation, mettez VirtualBox et vous allez pouvoir faire tourner une Ubuntu sans problème. Maintenant, si vous avez des besoins, comme je vous l'ai dit, en GPU, en accélération, et que du coup VirtualBox n'est pas suffisant pour vous, et ben du coup il va falloir investir, quoi. Donc il y a peut-être d'autres solutions, mais l'écart sur Windows est quand même assez extrême entre gratuit et 230 € ou 250, je sais plus. Alors que sur Mac, ça reste contenu entre une cinquantaine, soixantaine d'euros, ça reste gérable, quoi. Pour une fois qu'on paye pas les trucs plus chers sur Mac, parce qu'en général sur Mac, c'est, sans être méchant, hein, parce que j'en ai deux en même temps, mais il y a un peu le côté pastille pigeon, les gars qui sont prêts à payer pour les trucs qui normalement sont pas chers ou gratuits. Pour une fois, c'est un petit peu l'inverse. C'est moins cher de virtualiser sur un Mac que de virtualiser sur PC. L'avantage du Mac aussi, c'est qu'il est très difficile de virtualiser OS X sur un autre environnement, en plus du fait que c'est pas vraiment légal. Donc par exemple, si vous lancez, et je l'ai fait pour tester, Mavericks sur Workstation, donc vous êtes sur Windows, vous avez VMware, Workstation, et vous voulez lancer un faux Mac, en gros une machine virtuelle avec un Mac dedans. Avec Mavericks, vous allez trouver sur le net des images toutes prêtes de Mavericks, toutes prêtes à l'emploi dans VMware. Il faut bricoler avec un patch, parce qu'évidemment c'est pas supporté par défaut, donc c'est vraiment de la bidouille, mais ça marche. Je me suis retrouvé à avoir Mavericks qui se lance à l'intérieur de mon Windows, comme là vous m'avez vu lancer Windows à l'intérieur de mon Mac. Et ça marche pas bien en fait, je peux pas vous le dire mieux que ça. Par exemple, il ne peut pas accéder à l'accélération de la carte graphique. C'est pas du tout supporté. Donc par exemple, ScreenFlow, qui est le logiciel de screencasting que j'utilise en ce moment même, ne marche pas. Donc, je m'étais dit, super, je vais pouvoir lancer Mavericks en utilisant ScreenFlow, et tout ça dans mon PC sans avoir à redémarrer, ou même sans avoir à faire un Hackintosh. À l'époque, c'était ça mon plan de domination du monde, et ça marche pas du tout en fait, c'était vraiment trop pas une bonne idée, mais pas du tout. Donc ScreenFlow va planter lamentablement, et tous les softs qui vont vouloir accéder à la GPU, et il y en a un paquet, vont vous dire je n'accède pas à l'écran, c'était ça, comme disait ScreenFlow, je n'accède pas à l'écran. Alors c'est un peu emmerdant quand même. Donc
L'avantage, comme je vous le disais, donc d'avoir un Mac, c'est que le Mac se lance lui-même sur OS X, forcément, donc il fait bien tourner OS X puisque c'est le système du Mac. Et du coup, depuis OS X, on peut lancer Linux, Windows avec des très bonnes perfs grâce à Parallels. Et on peut aussi, et c'est là-dessus que j'aimerais finir, pour ceux qui veulent vraiment les performances natives de la machine sans virtualiser, vous savez très bien qu'on peut utiliser Boot Camp. Pour démystifier, alors c'est pas de la virtualisation, c'est vraiment Windows qui démarre sur le vrai matos du Mac, donc que ce soit un MacBook Pro ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est natif, c'est le vrai hardware qui tourne, il n'y a aucune virtualisation, ce qui fait que les perfs dans les jeux, par exemple ici j'ai une GeForce 650M sur ce MacBook Pro Retina, elle sera accédée directement par Windows, ce qui fait que CUDA sera disponible par exemple pour faire des trucs sur After Effects, même si elle n'est pas très puissante, mais CUDA va être reconnu, etc. Donc pour démystifier une bonne fois pour toutes, ce n'est pas de la virtualisation et vous avez 100% des performances de la machine. Si vous avez un Mac Pro, que ce soit l'ancien ou le nouveau, que ce soit un Mac mini, que ce soit un MacBook Air, n'importe quel Mac, quand il démarre sur Boot Camp, il fait tourner Windows comme si c'était un PC. Puisque, comme je l'ai dit dans la Hackintosh, et sans être méchant, les Macs sont des PC maintenant. Je veux dire, il y a quelques trucs spécifiques pour gérer les ventilos, l'énergie, la batterie et les petits zigouigouis spécifiques à Apple, mais c'est un i7, c'est de la mémoire normale, c'est un SSD normal, enfin il n'y a rien de dément sur le hardware Apple de nos jours. C'est pas une architecture comme le PowerPC, comme c'était à l'époque, qui est radicalement différente. Donc pour ceux qui ont des besoins vraiment, qui veulent par exemple jouer tout simplement sur leur Mac, et avoir 100% des performances, par exemple sur ce Mac-là, il y a quelques jeux, voilà, on va prendre disons Battlefield 4, voilà, qui au moment où je parle n'est pas dispo sur Mac nativement. Si vous voulez faire tourner Battlefield 4 ou un autre Call of Duty par exemple via Parallels, soyons honnêtes, ça va être difficile parce que l'émulation, la virtualisation, l'accélération du GPU va pas permettre d'avoir des performances suffisantes, même si vous avez une carte graphique un peu musclée. Par exemple sur le Hackintosh, j'ai une GeForce 770 GTX. Donc elle est plutôt pas mal, et elle fait tourner Battlefield 4 sans aucun problème, tout détail à fond et tout. Mais si je fais tourner ça dans Parallels, c'est une couche supplémentaire qui, comme je vous l'ai dit, va traduire à la volée des instructions DirectX dans la machine virtuelle pour les faire remonter à l'hôte, et le Mac qui est l'hôte, lui, ce qu'il comprend, c'est du OpenGL, c'est comme ça qu'il parle à la carte graphique, pour l'accélération 3D, j'entends. Donc en fait, Parallels convertit en OpenGL, et ensuite renvoie le résultat au jeu qui tourne dans la machine virtuelle. Donc ça par exemple, vous n'allez pas du tout avoir des performances dignes d'une GeForce 770 GTX, il va même y avoir des bugs de texture, puisqu'il y a des trucs qui vont manquer. Donc en gros, si vous voulez avoir 100% de l'expérience hardware, il faut faire démarrer Windows pour de vrai sur votre hardware, il ne faut pas le virtualiser. Donc c'est là que la machine virtuelle a ses limites. Vous avez maintenant de très bonnes performances, mais pour des jeux très poussés, DirectX 10, 11, et quand vous voulez vraiment avoir 100% des performances, il faut installer Boot Camp sur le Mac, ou sur Windows, il faut jouer sur Windows. Ou si vous êtes sous Linux, c'est pareil, il faut rebooter sous Windows. Si vous êtes sous Ubuntu, vous allez être content et vous voulez jouer à certains jeux Windows, les lancer dans VirtualBox, ça va pas être possible. La solution que vous avez, à la rigueur, c'est de faire du PCI Pass-Through avec Zen, mais là ça sort carrément du champ de notre carnet du geek parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué, ça implique d'utiliser 2 cartes graphiques et 2 moniteurs, enfin bon, c'est chiant et long et compliqué. Quand ça marche super bien, mais c'est vraiment, ça dépasse mes compétences. Donc voilà le champ d'action des machines virtuelles, c'est un sujet assez passionnant qu'on a fait que effleurer, donc je vous ai donné vraiment ma version qui est, mon utilisation qui est vraiment quelques pourcents de ce qu'on peut faire avec ces trucs-là, de ce que j'ai découvert. J'ai passé du temps à tester tous les cas de figure à peu près. Donc si vous êtes développeur, ça permet vraiment d'accéder aux autres plateformes très facilement, de voir à quoi va ressembler un site sur Firefox Linux sans avoir à installer Linux pour de vrai. Vous cliquez, boum, Ubuntu démarre sur votre Mac ou sur votre PC. En quelques secondes, vous vous retrouvez à tester votre site sous Firefox Linux par exemple. Donc en plus, les couches réseau sont partagées avec le NAT, avec du NAT. Ce qui fait que quand vous démarrez votre invité, votre machine virtuelle, elle va utiliser la connexion de votre hôte. Donc il n'y a même pas de configuration réseau à faire ou quoi que ce soit, tout est supporté en natif, donc c'est plutôt cool. Donc pour les développeurs, c'est évidemment du pain béni. Pour ceux qui veulent jouer, vous l'avez vu, on peut jouer à plein de jeux raisonnablement gourmands quand on a un matos raisonnablement puissant sans aucun problème avec Parallels ou avec Fusion, même si je pense et je trouve que Parallels est meilleur que Fusion.
Et c'est pareil depuis Windows, même si quand vous êtes sous Windows, si votre tour et votre station est sous Windows, je vois pas trop l'intérêt de démarrer une machine virtuelle pour jouer. Mais peut-être que vous êtes développeur et que vous développez un jeu sous Linux, par exemple, vous voulez le tester sous Linux, ou peut-être que vous êtes juste curieux, que vous voulez tester des trucs qui ne sont faits que pour Linux, par exemple, des petits freeware, ce genre de trucs, enfin je sais pas. Ce sera possible aussi, donc ça vous permet vraiment de tester des trucs sans toucher à votre matos, sans avoir à partitionner, sans avoir à vous lancer dans des trucs chiants, comme installer Linux ou installer Bootcamp sur le Mac, par exemple. Donc, j'espère que ça répond à quelques-unes de vos questions. Je sais qu'il y a ensuite pas mal de choses qui sont possibles du côté serveur. Pour nos amis administrateurs système qui veulent tester des environnements serveurs, la machine virtuelle c'est du pain béni, puisque donc ça permet d'accéder à du matériel sans avoir le matériel forcément sous la main. Ça permet de le faire à distance et ça permet de le faire sans l'installer pour de vrai. Donc là aussi, ça permet pour les étudiants par exemple qui font des études d'administration réseau, ce genre de trucs, de configurer par exemple 30 machines en réseau sur une tour. Chacune elle a un corps et je sais pas 512 mégas de RAM avec une distribution Linux serveur, et comme ça vous pouvez manipuler comme si vous étiez dans une salle avec 30 machines. Sauf qu'évidemment vous les avez pas pour de vrai, sinon ça coûte un peu cher. Donc ça permet de faire des trucs pour les études, pour les développeurs, enfin vous voyez que c'est vraiment assez étendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser via les commentaires, j'essaie d'y répondre, en général dans les délais les plus brefs. Ça peut être des questions de matos, des questions de machines virtuelles, comme je vous l'ai dit, je suis pas expert non plus, j'en ai vraiment une utilisation très particulière. Si vous voulez faire tourner donc votre machine virtuelle dans un disque dur externe, l'avantage c'est que du coup vous pouvez vous le balader, et du coup si vous êtes sur une machine qui n'est pas la vôtre et que vous voulez quand même lancer votre machine virtuelle, sous condition que vous pouvez lancer l'autre évidemment, mais vous pouvez du coup balader vos machines virtuelles comme ça assez facilement, et donc le combo ultime, je l'ai trouvé. Ça dépend de votre budget, mais pour une petite centaine d'euros, vous avez le boîtier ici, donc ce Inatech, donc ça vient d'Allemagne, qui coûte une vingtaine d'euros, voilà, 18 euros, frais de port gratos, donc bon, c'est je pense assez imbattable. Et en SSD, j'ai mis un SSD Samsung Evo, donc je sais que c'est les puces qui sont censées vieillir moins bien, mais elles vieillissent moins bien à partir de je sais pas combien de téras d'écriture, ce qui ne devrait pas arriver ici avant un petit moment. Donc là, c'est c'est celui-là, non, ça 250 Go, c'est celui-là, voilà, 120 Go, 75 euros. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais, ça fait 100 euros tout compris. On peut éventuellement faire un SSD de 64 Go, voilà, sans disque ou peu importe, si vous choisissez un peu ce que vous préférez. Mais tiens, par exemple, à 120 Go, le Crucial est moins cher, 65 euros, c'est même moins cher que le Samsung. Donc vous pouvez prendre 64 Go à 45 euros, ça vous fait la solution clé à main pour 65 euros. C'est vraiment que dalle. 65 euros et vous avez un truc qui va quand même bien bastonner. Je connais pas celui-là, mais je pense à 300-400 mégasecondes. Donc ça vous fait vraiment une machine virtuelle qui va à la vitesse de la lumière, ça va aller super vite. Vraiment, s'il y a un truc qui dépend du matos pour la machine virtuelle, c'est bien le disque dur. Évidemment le CPU, mais le disque dur, parce que les accès disques vont flinguer toute la performance de la machine virtuelle. Si vous faites ça sur un disque dur traditionnel, c'est vraiment pas conseillé, parce que vous allez trouver ça nul et pas intéressant et pas utile, quoi. Alors que sur un SSD, ça prend tout son sens. C'est comme si voilà, vous avez deux systèmes d'exploitation côte à côte avec des perfs très très bonnes. Vous avez vu ce que ça donne, hein, en transfert de fichiers, on est arrivé à du 350 mégasecondes en passant du disque de la machine virtuelle au disque du Mac. Donc c'est vraiment tout bon. Si on avait vu ça il y a 10 ans, je pense qu'on n'y aurait pas cru, quoi. Donc voilà, pour ceux qui veulent se lancer dans Xen, vous avez des tutos en fait sur le net, en anglais plutôt, hein, la communauté française, j'imagine qu'il y en a une, mais j'ai pas trouvé grand chose. Et vous avez voilà sur le Xen Project, je crois que c'est ça que j'avais trouvé, c'est un site sur fond blanc, voilà, c'est un wiki. Plein d'infos sur Xen. Alors il faut pas être allergique à la ligne de commande forcément, mais là on parle de choses sérieuses. Il faut avoir un hardware compatible, j'en ai pas parlé, des extensions VTX, etc. Donc les solutions de virtualisation hardware. Mais là, ça permettrait, comme je vous l'ai dit, avec une tour qui a deux cartes graphiques, et donc si vous avez deux moniteurs, de vraiment avoir une tour et avoir deux personnes qui utilisent l'ordi, donc avec deux systèmes d'exploitation les mêmes ou deux différents qui se lancent côte à côte. Xen va être l'appli, le système qui va piloter ces machines virtuelles, mais en termes de performance, je vous assure que c'est vraiment, ça marche vraiment très bien. Tapez Xen PCI Pass-Through sur YouTube, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, et vous allez trouver plein de gars qui jouent
avec des performances vraiment très très bonnes. Il faudrait faire des benchmarks précis, mais ça donne vraiment des trucs, vous allez perdre vraiment des miettes, quoi. Donc si vous avez une bonne petite GeForce, je dirais 660 GTX, 760 GTX, 770, enfin voilà, le milieu de gamme un peu actuel en 2014, parce que c'est au moment où j'enregistre cette vidéo, début 2014. On va dire toute carte GPU, toute carte graphique à 200 € et plus, quoi. Vous en mettez deux, évidemment, il en faut deux. Et ça vous permet, avec une tour et un processeur, si possible quad-core i7, de faire tourner 2 stations, quoi. Et ça coûte moins cher que de monter, évidemment, 2 i7 avec à chaque fois tout en double, avec 2 boîtiers, 2 alim. Le truc qu'il faut doubler, c'est le GPU, il faut doubler l'écran. Évidemment, clavier-souris, mais bon, clavier-souris, vous n'êtes pas obligé d'avoir des claviers à 100 €. Vous pouvez trouver des claviers à 8 € à n'importe quelle boutique, sans problème. Donc c'est pas ça qui va vraiment coûter cher. Donc voilà, ça ce serait intéressant à explorer. Malheureusement, je ne l'ai pas fait parce que ça prend du temps et puis j'en ai pas vraiment l'utilité. Ça m'intéresse beaucoup en tant que geek. J'aimerais beaucoup avoir, par exemple, un Linux qui tourne et un Windows qui tourne côte à côte et voir comment ça évolue. Je trouve l'idée vraiment très bien sur une seule tour. Si quelqu'un le fait, vraiment, je suis super preneur de votre feedback et de votre retour. Comment ça s'est passé, si vous avez galéré. Je ne vais pas vous demander non plus d'écrire un guide ou un tuto, mais si j'éveille des curiosités et des passions là, via mon carnet du geek, que vous allez plus loin que moi, n'hésitez pas à revenir vers la communauté, vers nous. On n'est pas 10 000 hein, vous n'êtes pas 10 000 sur le carnet du geek, mais voilà, je suis à peu près à 300 abonnés, même pas. J'espère que ça va grossir, qu'on sera plus nombreux. Mais n'hésitez pas à revenir, voilà, avec votre expérience. C'est cool de partager et de voir un petit peu comment vous en êtes sortis. J'ai eu des retours vraiment sympas de gens qui étaient sur le carnet du geek Hackintosh, qui du coup se sont dit, ah bah tiens, ouais, finalement je vais m'en monter un, et puis qui ont vraiment monté le Hackintosh, qui y sont arrivés, et qui m'ont remercié. Ça m'a fait plaisir de voir que ça vous a servi à quelque chose. Donc là c'est pareil, si vraiment vous avez trouvé des trucs cool avec la virtualisation, n'hésitez pas à m'en faire part et à venir partager ça. Donc pour en savoir un peu plus sur mon actualité, comme d'habitude, si vous n'y êtes pas encore, vous avez facebook.com/julienponceuk, tout attaché, pour avoir les dernières news sur mes tutos, sur les carnets du geek forcément, et puis tout ce qui m'intéresse au jour le jour. Vous voyez, là, une petite parenthèse de geek, j'ai posté le wallpaper de Ubuntu 14.04 justement. Voilà, donc ça vous permet de me suivre un petit peu à la trace et surtout de rentrer en contact avec moi facilement via les messages Facebook. Et puis naturellement pour les tutos, vous savez évidemment que je publie des tutos sur tuto.com et sur julienponce.com, donc c'est en français sur tuto.com, et vous tapez tout bêtement Julien Ponce, tout attaché dans le moteur de recherche, et vous allez tomber sur mes derniers tutos si vous vous intéressez un petit peu à l'infographie. Voilà pour les différents moyens de me trouver, de rentrer en contact avec moi. Je vais vous remercier encore une fois énormément de m'avoir suivi pour ce 3e épisode. Le prochain épisode sera sur SteamOS et les Steam Machines. Donc on va parler de qu'est-ce que c'est déjà, comme d'habitude. On va faire un petit tour sur SteamOS, on pourra essayer de le virtualiser, puisque maintenant vous savez faire des machines virtuelles. Et on va voir qu'est-ce qu'on pourrait monter nous-mêmes comme Steam Machine pour faire pour jouer tout bêtement dans le salon avec SteamOS. Ou tout simplement Steam normal en mode Big Picture si vous êtes sur Windows, si vous voulez pas installer SteamOS sous Linux. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, est-ce que ça va changer un petit peu la donne, est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre. Voilà, le pourquoi du comment de SteamOS, c'est le 4e épisode du Carnet du Geek. Donc je vous retrouve très bientôt, merci de m'avoir suivi. Salut, ciao.